continuer à avancer, il va falloir que Agnès Langlois fasse vite. Non, on ne va pas te demander de rattraper le temps quand même, sachant qu'après son intervention, on aura un moment de questionnement vers vous, vers la salle. Parce que vous avez écouté beaucoup cet après-midi, mais on aura un petit moment de prévu, normalement, d'interrogation, d'un petit retour de votre part sur l'innovation. Mais avant tout, donc Agnès Langlois, donc, de la structure Arexor-Seine-Manche et qui est incluse donc, dans l'unité de bassin Astrodor-Seine-Manche, donc de l'Institut Astrodor. Agnès, à toi. Ok. Donc, difficile d'intervenir en dernier. Mais c'est un travail que je vais vous présenter qui effectivement est encore en cours de réalisation. J'aurais aimé pouvoir vous présenter le guide terminé, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça sera un travail qui sera donc poursuivi. Ça pourra faire l'objet d'une autre présentation à une prochaine journée technique, du coup, qui sera plus élaborée. Donc, j'irai la PBI, hein, protection biologique intégrée, donc comme disaient les étudiants, tout le monde sait ce que c'est. Donc, en tout cas, ça fait longtemps que l'Institut technique travaille sur ce sujet-là. Je vais dire, ça va faire plus de 20 ans. Ça a été beaucoup travaillé sur tout ce qui est culture ornementale sous abri, avec des pratiques de techniques de lutte biologique par lâcher. Et puis, effectivement, depuis maintenant, on va dire 6-7 ans, les travaux portent essentiellement sur les cultures en extérieur et donc une toute autre approche de la PBI avec une lutte biologique dite par conservation. Donc, il y a eu effectivement plusieurs travaux de recherche de mener et je dirais on en est là à une phase de réflexion, de valorisation justement de ces travaux menés et où on voudrait aboutir à l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques justement de ces protections biologiques intégrées en culture extérieure. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des ouvrages qui ont publié Astrodor sur justement ce qui a été les connaissances acquises sur tout ce qui était culture sous abri. Et donc là, c'est un peu remettre à plat justement toutes les connaissances acquises sur les cultures extérieures. Alors ce guide se composerait donc sous forme d'un livret et qui présenterait donc les notions théoriques indispensables à l'assimilation de la démarche et complété d'un jeu de fiches techniques donc, qui serait associé à chaque chapitre. Alors ce travail est mené en collaboration donc, avec Bordeaux Sciences Agro. Donc c'est Pauline Toll qui est ici présente dans la salle, donc qui pourra se joindre à moi s'il y a des questions aussi, c'est ce que je l'invite en tout cas, qui a été vraiment un partenaire important dans la réalisation de ce guide, et puis dans un autre volet qui complétera justement les connaissances que je vais vous présenter un petit peu par la suite sur l'influence notamment du paysage par rapport à cette faune auxiliaire et ravageur. Donc, ce guide se présentera sous forme de 4 phases, enfin 2 phases et 4 axes. Donc, c'est le schéma, je dirais, conceptuel, assez classique de tout la démarche PBI au sens large. Donc, un premier axe qui consistera justement, ou une première phase dans un premier temps, qui est en bleu pour évoquer tout ce qui est prévention des risques. Et une deuxième phase qui est donc en rouge sur la gestion de ces risques. Et donc, dans cette phase A, on décline 2 axes. Un premier axe qui est prévenir les risques pour les cultures, où on aborde différentes, justement, techniques pour prévenir ces risques. Je vais y revenir. Et puis, axe 2, prendre en compte l'influence du paysage sur les ravageurs, où là, effectivement, ce sont des connaissances, on va dire, beaucoup plus nouvelles et sur lesquelles on a encore besoin de conforter. Et puis, sur la phase B, donc axe 3, estimer le niveau de risque pour les cultures. Et un axe 4, adapter le mode d'intervention aux risques estimés. Donc, l'objectif de ces 2 phases et de ces 4 axes, en fait, c'est d'aboutir. Donc, vous avez les 2 propositions en bas de diapo, en fait, à un découpage de ce guide en 2, avec une première partie qui consisterait à l'élaboration d'un guide de diagnostic de l'exploitation et de son environnement, et à une deuxième partie sur la proposition d'un guide de suivi spatio-temporel des ravageurs et des auxiliaires. Alors, donc,
dans les principes de base, mais là je vais passer très vite parce qu'effectivement le temps compte. Donc effectivement on fait des rappels de certaines définitions essentielles, comme justement ce qu'est la protection biologique intégrée. Hein, on retient bien que dans cette protection biologique intégrée, on réserve la priorité aux éléments naturels de lutte. Et une autre définition aussi essentielle qui est le principe de lutte biologique par conservation, où là, effectivement, dès qu'on est culture extérieure, nos actions vont porter essentiellement sur cette préservation d'une faune auxiliaire naturellement présente. Hein, donc on ne va pas chercher forcément à favoriser des lâchers qui vont être du coup coûteux et qui risquent justement d'être peu efficaces dans un environnement extérieur. Donc on va surtout privilégier les auxiliaires indigènes et donc mettre tout en œuvre pour les préserver et les maintenir dans les cultures. Alors juste pour redécliner justement dans le cadre de cette présentation de guide les axes. Donc en fait on développe dans ce premier axe prévenir les risques pour les cultures, donc la notion de prophylaxie, deux volets: l'organisation spatiale de l'exploitation, donc notamment la gestion des déchets, comment favoriser une biodiversité fonctionnelle, et puis l'optimisation des itinéraires techniques. Et ça passe par quoi? Par le contrôle des jeunes plants, par le choix des variétés, par une gestion durable des adventices, l'organisation spatiale des cultures, l'entretien du matériel. Voilà, on essaye d'évoquer tous ces aspects-là et donc de développer des exemples. Alors, le thème, en fait, c'est que le principe aussi de ce guide, c'est que justement tout ce qui sera en orange va faire rappel à des fiches techniques, justement, dont j'ai parlé. L'axe 2 donc, consistera donc à prendre en compte l'influence du paysage sur les ravageurs. Donc là, on est dans le principe même de lutte, de lutte biologique par conservation. Et donc ça se décline effectivement en deux volets. Le volet donc, au niveau de l'exploitation, donc faire l'inventaire un peu des zones écologiques réservoirs et mesurer leurs effets. Donc ça, c'est là où c'est des données relativement récentes que l'on a au niveau des programmes d'expérimentation sur ces aspects. Donc l'influence des haies, l'influence des bandes fleuries, l'influence des plantes relais, des plantes pièges, des nichoirs, des abris. Et puis donc un volet aussi donc là qui était justement peut-être plus difficile à mesurer, d'où un travail qui aura été mené par la suite pour mesurer cet impact. Donc l'effet du paysage, hein, l'effet notamment de sa composition, de sa structure sur les bioagresseurs. Et là, on est obligé effectivement de faire un état des références acquises. Et tout ça pour en arriver au producteur à établir en quelque sorte son propre diagnostic d'exploitation et à pouvoir l'interpréter. L'axe 3 donc, se décline, donc, sur ce thème de l'estimation de la pression phytosanitaire. Donc, on décline les différents moyens de détection des ravageurs. Donc, ça passe par l'observation essentiellement, mais aussi l'utilisation de techniques de piégeage. Donc, on décline ces types de piégeage. Ça passe aussi par la formation, donc bien savoir connaître les ravageurs et leurs ennemis naturels. Donc, on refait le point aussi des auxiliaires et des ravageurs principaux. Et donc tout ça pour en aboutir effectivement à ce suivi dit spatio-temporel des ravageurs et voir l'organisation que l'on peut mener sur l'entreprise, en planifiant notamment les activités dans le temps, en essayant de centraliser les observations, établir un calendrier prévisionnel d'observation et à définir aussi des grilles de notation. Tout ça pour là aider le producteur. On est sur un outil d'aide aussi, et donc j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Blancard. Je pense que là, il y a des passerelles à faire, donc pour aboutir à une prise de décision. Et le quatrième axe, c'est donc adapter le mode d'intervention. Donc là, on décline effectivement les différents moyens que le producteur a à sa disposition pour intervenir, et en privilégiant bien sûr les moyens de lutte biologique. Donc les lâchers d'auxiliaires, les phéromones, les préparations microbiologiques, les moyens chimiques restent bien sûr une solution. Et là, on réaborde aussi l'aspect sélectivité des produits sur la faune auxiliaire. Donc là, il y a un ouvrage justement qui est en cours aussi de finalisation au niveau de l'Astrodor sur ce thème. Donc voilà, donc un guide qui va un petit peu essayer de centraliser justement toutes ces connaissances
et puis donc qui essaiera de se décliner du coup en deux guides en quelque sorte, en deux sous-guides. Donc un guide, donc, comme je disais, de suivi spatio-temporel des ravageurs, donc cette partie rouge. Il faut savoir que sur ce volet-là, hein, il y a eu déjà un travail de mené aussi par l'Astrodor pour établir un guide d'observation et de suivi des organismes nuisibles et auxiliaires de lutte biologique, un guide d'épidémiosurveillance. Donc, où là, il y a eu déjà des fiches protocoles qui ont été étudiées, enfin travaillées, proposées par ravageurs, par bioagresseurs et par culture. Et donc, maintenant, c'est un ouvrage qui n'a pas été encore confronté sur le terrain. Et donc là, c'est un gros travail aussi pour nous maintenant d'adapter ces types de fiches, protocoles, etc., qui soient peut-être un petit peu plus en adéquation encore dans la réalité économique aussi des entreprises. Donc c'est aussi une partie qu'il nous faut encore, je dirais, appliquer plus concrètement sur le terrain. Mais ce guide existe néanmoins et donc sert déjà de référence et c'est déjà un très bel ouvrage en soi avec donc, comme je vous expliquais, des fiches protocoles par bioagresseur et par culture. Donc, du coup, à titre d'exemple hein, de fiches que l'on pourra effectivement élaborer dans ce guide, eh ben, pour l'estimation du risque, on évoquera effectivement, par exemple, les différents ravageurs principaux, voire par culture, et définir les périodes d'activité aussi à risque. Donc, ça permet un petit peu là aussi de planifier ces risques et donc planifier ces interventions. Autre exemple, justement, par rapport à ces fiches d'estimation de pression de ravageurs, donc qui sont exploitées aussi par rapport à ce guide dont j'ai déjà évoqué aussi l'équipe d'épidémiosurveillance, eh bien, on va essayer d'aider le producteur, justement, à définir un nombre de plantes observées, les organes observés, l'échelle de notation, le nombre de... Voilà, et ça pour les ravageurs et pour les auxiliaires. Et donc, bien sûr que tout ça provient justement des notations que l'on fait dans le cadre des programmes d'expérimentation et que l'on a du coup essayé d'adapter pour qu'ils soient au plus réalisables dans les entreprises. Donc, on aura des petites fiches comme ça qui devraient aider dans l'estimation de ces pressions. Et puis, donc, ce deuxième volet qui concernera là plus le guide de diagnostic de l'exploitation et de son environnement. Donc là, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau quand même. Prendre en compte l'influence du paysage sur les ravageurs, c'est des connaissances relativement nouvelles. Donc un aspect innovant, encore un peu méconnu, notamment sur la pépinière. Et donc, en fait, c'est là où Bordeaux Sciences Agro aussi donc, a mené en fait une étude pour justement essayer de conforter cette influence du paysage sur les ravageurs. Donc ça reprend en quelque sorte ce que je viens de dire. Je vais peut-être passer un peu vite. Hein. Voilà, donc le fait que c'est Bordeaux Sciences Agro qui a mené ce travail sur cette influence du paysage. Donc je vous en ai quelques diapos pour évoquer un petit peu la démarche. Donc il y a eu effectivement un réseau de pépinières qui a été enquêté. Donc il y avait 25 pépinières enquêtées sur le territoire national. Donc il y a eu une enquête et une collecte de données sur ces pressions de ravageurs. Ça ne s'est fait que par des enquêtes téléphoniques. Hein. Et à partir de là, on a effectivement évoqué les possibilités aussi d'analyse du paysage par les techniques, les logiciels SIG. Et donc, effectivement, on a possibilité du coup de répertorier le paysage en pourcentage d'utilisation par rapport à des cultures, comment dire, des zones urbaines ou des forêts ou des zones cultivées. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de rechercher des corrélations entre le paysage et les pressions parasitaires dans des rayons d'études croissants et de voir éventuellement aussi une recherche d'une influence du climat. Alors, tout ça était sur finalement un échantillon
qui s'est révélé pas hyper important. Néanmoins, sur cette étude, a bien confirmé, ce qui est déjà quand même aussi connu dans d'autres filières, une influence donc du paysage sur les populations, sur les dynamiques des ravageurs. Et par exemple, par ces systèmes d'ACP, d'analyse de composantes principales, eh bien, il y a eu quelques corrélations qui ont pu être montrées, notamment que de faibles surfaces boisées dans un rayon de 500 mètres favoriseraient donc la présence d'othurynques. Et en tout cas, si on retient la dernière phrase aussi, une plus grande diversité de ravageurs donc, est généralement détectée dans les entreprises en PBI par rapport aux pépinières dites conventionnelles, mais avec des pressions également moindres. Donc ça a permis simplement, bon, ça nécessiterait d'être conforté à plus large échelle, mais de reconsolider le fait qu'il y a bien une influence du paysage et de l'environnement. Donc ça, c'est un travail qui nous semble important et qui devrait être à poursuivre. Donc dans les perspectives, justement, c'est justement de poursuivre ce travail de reconduire l'étude à partir de données de pression plus quantitatives et moins qualitatives et d'étendre cette étude à un plus grand nombre d'exploitations et d'arriver du coup à ce qu'on appelle un DEE, diagnostic d'exploitation, diagnostic d'exploitation et environnementale, voilà, donc qui soit plus simple d'utilisation et opérationnel et efficace. Bon, là, je peux passer en revue quelque chose, mais je pense qu'effectivement, le temps est court. C'est un exemple de fiche tel que ça pourrait se présenter. Donc, comment, justement, établir son diagnostic d'exploitation, repérer l'exploitation, donc par un système, du coup, de délimitation des zones, faire apparaître, justement, les zones de haies, les zones de culture et de zones non cultivées, etc., et puis, par un support, en quelque sorte, d'autodiagnostic, on arriverait à caractériser de manière l'entreprise, en fait, sur le plan agroécologique, et donc définir, en fait, justement, l'inventaire des ZER de l'exploitation, et puis arriver, justement, à éventuellement des aménagements à prévoir. Donc, ce qui permettrait au producteur d'aller vraiment jusqu'à, une fois qu'il a complété ces deux tableaux précédents, d'aboutir à des besoins en aménagement et de composer éventuellement ce type d'aménagement et d'apporter des conseils aussi par rapport à ça. Donc, ces diagnostics aussi, c'est vraiment des outils d'aide, là encore. Rien n'est figé, c'est un outil d'aide simplement donc, qui s'adresse aux conseillers, aux producteurs avec qui nous travaillons. Donc c'est malheureusement encore un ouvrage en cours de finalisation. Donc je n'aurais pas pu vous le présenter effectivement terminé, mais vous avez compris qu'effectivement ça se veut être un outil d'aide supplémentaire aussi pour retracer et mettre en collaboration toutes les compétences acquises aussi sur ces projets-là. Et j'ai trouvé peut-être des rapprochements à faire, en tout cas avec l'intervention de M. Blancard, qui a été faite tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci pour ce rendu sur un travail qui était assez compliqué et qui reste quand même assez compliqué. Pauline, peut-être, si tu veux me rejoindre. Et place aux questions avec Pauline Toll à la tribune. Donc c'est aussi pour remercier Pauline Toll de Bordeaux Sciences Agro qui a mené aussi ce travail avec nous. Le micro, s'il vous plaît. Il y a un problème de micro. Bon. Voilà, Jean-Claude, tu vas te déplacer un petit peu. C'est un plaisir de venir vers toi. Oui, voilà. Oui, c'était un exposé tout à fait intéressant. Et en fait, dans la fin de l'exposé, vous avez un peu répondu à une question que je me posais, c'était quel est quand même actuellement le va-et-vient entre vous, disons, structure d'expérimentation et la recherche, en particulier sur cet aspect disons, du rôle du paysage dont on parle beaucoup, mais qui est encore un domaine de recherche important. Oui. Et en particulier, donc, je l'ai vu apparaître à la fin, donc une des idées, c'est d'avoir dans les différentes stratégies, donc, agir au niveau du paysage, dans la mesure où vous aurez démontré que, parce que je crois qu'il y a
vous êtes un certain nombre de, je me tourne vers Pauline, donc un certain nombre d'unités. Il y a vous, il y a Rennes, alors sur des cultures différentes, Avignon également, travaille un peu sur ces interactions paysages, et puis bon, ravageurs, systèmes de culture pour des systèmes différents. C'est plutôt, disons, l'échelle à laquelle vous comptez vous placer, c'est-à-dire est-ce que c'est celle pour s'il est possible disons, de préconiser des aménagements du paysage favorables à, etc., est-ce que c'est la bonne maille, c'est le niveau de l'exploitation ou de l'ensemble d'exploitation avec tous les problèmes que ça peut poser de démarche collective. Alors, bon, il y a un exemple que Pauline connaît certainement très bien, qui n'est pas du tout horticole, c'est la vigne et l'expérience du côté de Saumur avec, disons, la réintroduction de haies, bon, alors avec un tas de considérations, hein, les aspects patrimoniaux, revenir à un paysage, etc. etc. Donc comment vous voyez les choses pour l'avenir, pour ce qui concerne le tissu des exploitations horticoles? Alors justement, ça tombe bien, puisque la vigne, c'est le premier domaine dans lequel j'ai commencé mon expérience. Et moi, j'étais sur le Sainté-Millionnet, c'était un petit peu le même type d'approche. Pardon. Ça va là ? Il marche pas? Et là? Oui. Donc, effectivement, en viticulture, on peut envisager de faire travailler des producteurs ensemble par l'intermédiaire des syndicats pour faire de l'aménagement à l'échelle d'une appellation, par exemple. En pépinière, c'est extrêmement compliqué. On voit même les 25 pépiniéristes qui ont bien voulu participer à notre enquête sont très dispatchés. Donc en fait, c'est carrément une autre approche qu'on envisage. En fait, au niveau de l'intervention, on peut toujours intervenir à l'échelle de l'exploitation. Et sur ce sujet, l'Astrodor a travaillé pendant 5 ou 6 ans déjà sur de l'expérimentation pour voir quels étaient les types d'aménagements peut-être les plus favorables par rapport à la biodiversité utile. Ici, l'étude par rapport à l'échelle paysagère vient plutôt pour avoir des indications sur la sensibilité de l'entreprise par rapport au contexte paysager dans lequel elle se trouve. Voilà, l'idée, ça serait d'arriver à avoir un petit peu plus de références en fait, sur l'influence du paysage sur les ravageurs en entreprise. Par contre, il n'est pas envisageable aujourd'hui d'intervenir sur le paysage pour favoriser cette résilience. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Donc l'idée ici, ce serait plutôt de pouvoir reconduire le type d'étude qui vous a été présenté, par contre sur un nombre d'entreprises plus conséquent, pour avoir des corrélations statistiques qui sont un petit peu plus approfondies et qui permettent d'avoir une meilleure connaissance de la sensibilité des entreprises. Une autre question ? Oui, pour compléter quand même ce qui vient d'être dit, il y a quand même des possibilités d'intervenir au niveau des exploitations. C'est sur des aménagements comme l'implantation de haies, par exemple, hein, tout simplement, ou des zones qu'on a appelées zones réservoirs, qui sont des zones qui ne sont pas forcément exploitées dans l'exploitation, mais qui sont végétalisées pour accueillir des auxiliaires, quoi. Hein, ne serait-ce que ces aménagements-là peuvent avoir des conséquences très importantes sur la présence des auxiliaires spontanés dans une exploitation. Oui, puis en fait, pour compléter, du coup, il y a une diapositive qui le présente. C'est vrai que moi, étant arrivée un petit peu, juste l'année dernière sur le projet, j'ai eu tendance à me focaliser beaucoup sur l'étude paysagère. Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision globale de l'entreprise et de se baser à la fois à l'échelle de l'exploitation sur les espaces sur lesquels on peut intervenir. C'est pour ça qu'on essaye de construire un outil de diagnostic de l'exploitation. Et ensuite, la prise en compte de l'environnement, ça c'est si on a le courage et les moyens de pousser plus avant, parce qu'on arrive quand même à certains blocages en termes de gestion de la PBI. On voit bien des distinctions entre les différents bassins de production. Il y a sûrement des choses sur lesquelles on pourrait revoir les pratiques, mais ça demande d'avancer un petit peu plus dans les études.
Pas d'autres questions? Merci. Bien, merci.